Merci à tous. Donc, merci Monsieur Coquelet de m'avoir permis de participer à votre réunion. Lorsque Monsieur Coquelet m'a demandé de faire un petit point sur la volatilité étant l'un de nos domaines de prédiction, non pas en tant que géniteur de la volatilité, mais en tant que société de conseil sur tout ce qui est gestion de la volatilité des marchés, la question qui se pose est effectivement de savoir si la volatilité auquel on assiste depuis quelque temps est quelque chose de nouveau, d'abord, dans un premier temps, et si c'est quelque chose de nouveau, est-ce que c'est quelque chose lié à des phénomènes temporels, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel? Alors, je vais redire la même chose que mon prédécesseur, qui évidemment, je ne suis pas là venu pour vous présenter la société Agritel. Simplement, nous sommes une société de conseil très rapidement en gestion de risque de prix dans la filière agricole agroalimentaire. Et dans ce cadre-là, nous avons trois activités. Une activité de formation. Nous aidons les acteurs de la filière agricole. Quand je dis les acteurs de la filière agricole, nous travaillons avec des agriculteurs et nous travaillons avec des distributeurs. C'est-à-dire nous allons vraiment de l'agriculteur à la distribution, et la distribution étant, on va dire, un domaine des gens avec qui on travaille depuis peu de temps, je vous l'avoue, mais nous descendons très clairement maintenant dans toute la filière pour aider les acteurs à faire que la volatilité soit pas quelque chose qui vienne contrarier, ça contrarie toujours un petit peu, mais vienne contrarier votre activité, mais notre métier est de faire que, quelle que soit l'évolution des cours, on puisse sécuriser sa marge. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la deuxième branche d'activité que l'on a, c'est faire de l'analyse de marché, c'est d'informer. Or, systématiquement, lorsque, je vais prendre un exemple de samedi, où j'ai eu un dîner fort intéressant, où la personne s'est égosillée à savoir si le prix de l'orge brassicole, si je pensais que le prix de l'orge brassicole allait monter dans les 6 prochains mois ou allait descendre dans les 6 prochains mois. Ben, dites-vous bien que chez nous avons 25 consultants et je dois avoir une dizaine de consultants, une dizaine d'analystes. Et ces 10 analystes, je leur dis bien toujours une chose, dites-vous bien que le marché vous donnera tort. Vous allez me dire, pour un patron de société, commencer à dire à ses analystes que le marché leur donnera tort, c'est un petit peu compliqué. Mais dites-vous bien que dans un marché de matières premières agricoles tel que l'on a, les prédictions sont quasiment impossibles au-delà de 3 mois. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des produits qui dépendent du climat, sur des produits dits météosensibles. Or, si vous êtes capable de me donner des prévisions météorologiques à 3 mois, à 6 mois, je serai capable à ce moment-là de vous donner des prédictions de cours sur certains produits en fonction des prévisions climatologiques. Donc notre métier est vraiment d'arriver à dire que cette volatilité, on va voir que l'on juge structurelle, je vous donne déjà la fin de l'histoire, cette volatilité, systématiquement, il va falloir apprendre à vivre avec. Et c'est pas la peine de dire, bon, ben, c'est un scandale, c'est de la faute aux spéculateurs, c'est de la faute à je sais pas qui. Bon, dès l'instant où on maîtrise pas quelque chose, c'est toujours de la faute du voisin, de toute façon. Mais donc, il va falloir qu'on apprenne à la maîtriser. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des phénomènes météorologiques de plus en plus accrus, avec des adversités climatiques de plus en plus accrues, et on verra que malheureusement, le sommet de Durban ce week-end n'a pas amené de solution, et ne risque pas d'amener de solution à cette problématique-là sur la volatilité dans les mois et les années à venir. Et donc, la troisième partie de notre métier consiste, en dehors des analyses de marché que l'on peut faire, pour réduire cette incertitude du 50-50, elle est de mettre en place des outils financiers, des outils de contractualisation, ça en fait partie, ou faire appel à des outils, ce qu'on appelle structurés, des outils d'assurance pour faire que cette volatilité ne vienne pas contrarier votre métier de base, qui est un métier de process, qui est un métier de commerçant, et qu'on puisse sécuriser vos marges. Alors, première étape, c'est d'abord savoir ce que c'est que la volatilité. Alors je vous rassure, je ne vais pas, surtout tout proche de l'apéritif, vous donner quelque chose d'indigeste, mais les gens confondent systématiquement volatilité et tendance. C'est-à-dire que lorsque les prix montent, on me dit, tiens, la volatilité monte. Mais non, pas forcément. On peut avoir des prix qui montent et une volatilité qui baisse. Inversement, on peut avoir des prix qui baissent et une volatilité qui monte. La volatilité, c'est quoi? Excusez-moi, c'est un écart type par rapport à une moyenne. Dit en français, tout simplement, c'est quand ça bouge, autour d'une moyenne. Donc comment est-ce que l'on fait pour mesurer une volatilité? On regarde, généralement on prend une volatilité à 50 jours, on regarde la moyenne des cours sur les 50 derniers jours, et on regarde comment les cours ont évolué par rapport à cette moyenne. Donc c'est une mesure d'amplitude, en fait.
Et souvent, les gens confondent volatilité et tendance, mais la volatilité, c'est une mesure d'amplitude par rapport à une moyenne, et donc à ne pas confondre avec une tendance. On peut avoir une volatilité très forte avec une tendance à la baisse, une volatilité très forte avec une tendance à la hausse, et inversement aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que la volatilité, à l'heure actuelle, que l'on connaît, est quelque chose d'inédit? Est-ce qu'elle est très importante? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu un mirage? Est-ce qu'on la mesure? J'ai passé là une partie de mon week-end à relire tout un tas d'articles, parce qu'il y avait un article très intéressant fait par des chercheurs de l'agro-Drenne. Je me suis dit, tiens, il y a un article de 15 pages sur la volatilité, en fait, en ce moment, est-elle plus forte que ces dernières années? De toute façon, à chaque page, j'ai changé 15 fois d'avis. Donc il y avait 15 pages, j'ai changé 15 fois d'avis en lisant l'article. Pourquoi? Parce que ça dépend quelle référence l'on prend. Il est clair que si on prend une référence assez longue, c'est-à-dire une décennie, si on prend sur 10 ans, est-ce que la volatilité ces 10 dernières années a été plus forte? C'est-à-dire est-ce que les cours ont varié plus ces 10 dernières années que les années 90-2000, que les années 80-90, etc. La réponse est a priori non. Donc ça peut déjà surprendre. Pourquoi? Parce qu'on a, en tant qu'être humain, souvent un tout petit peu à regarder N-1, N-2, N-3. Et si effectivement on regarde N-1, N-2, N-3, il est clair que la volatilité est assez forte, voire très forte, depuis 2006. Il y a eu les incidents climatiques que l'on connaît en 2007, en Russie, etc. Et 2008, de toute façon, on a des incidents climatiques presque tous les ans maintenant, 2007, 2008, 2009, 2010. Donc, effectivement, on peut se dire que sur ces 3-4 dernières années, nous avons eu une volatilité très forte. Par contre, rien ne prouve que cette volatilité, depuis 10 ans, est beaucoup plus excessive que celle qu'on a connue en 1970 ou en 1990. Alors maintenant, si on regarde un tout petit peu les fondamentaux, qui nous permettrait de répondre à cette problématique de volatilité des prix. Alors déjà, il faut comprendre qu'un prix, c'est quoi? Un prix, c'est la résultante d'une offre et d'une demande. Ça fait partie d'un monde capitaliste qui fait que le prix va réguler l'offre ou la demande. Si la demande est plus forte que l'offre, le prix va monter. Si l'offre est plus forte que la demande, le prix va baisser. Alors si on regarde un tout petit peu déjà le côté de la demande, bon, vous avez ces fameuses figures que l'on voit très souvent. Il se trouve que si tout se passe bien, et espérons que tout se passera bien, nous serons de l'ordre de 9 milliards d'habitants en 2040 ou en 2050. Donc aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, puisque je crois qu'on a fêté le 7 milliardième il n'y a pas très longtemps, habitants. Nous avons donc une croissance de la population qui s'accélère, qui est importante, et nous devrions donc augmenter sensiblement le nombre de bouches à nourrir, sachant qu'en plus, lorsqu'on regarde un petit peu où ces bouches à nourrir vont se développer essentiellement, on s'aperçoit, c'est sur la partie verte de mon graphe, que ce sont dans les pays qui sont en train de se développer, et non pas dans nos vieux pays à nous de l'Europe, que l'accroissement de la population va se faire. Donc nous allons avoir un changement à la fois en termes de nombre de personnes, nombre de bouches à nourrir, mais ce qui va être important, et on le verra, j'ai fait un petit slide amusant à la fin, qu'il y a aussi un problème de changement de comportement alimentaire qui va être extrêmement important dans l'étude de la demande. Donc si je fais l'étude de la demande, sauf cataclysme, évidemment, nous allons avoir systématiquement une demande qui va s'accroître de manière extrêmement importante. Cette demande va se faire essentiellement, si on regarde un petit peu plus dans le détail, effectivement en Asie, mais également en Afrique, en Amérique latine. Et vous voyez un tout petit peu ce que je disais auparavant. Si je regarde l'évolution de la population en Europe ou en Amérique du Nord, nous allons avoir une certaine stagnation de la population, d'accroissement de la population. Ce sont essentiellement donc dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique que nous aurons cet accroissement de population. Et il est important effectivement de distinguer où est-ce que se fera cet accroissement de la demande, comme j'ai dit, parce qu'on a dans ces pays-là clairement un changement de comportement alimentaire qui va accompagner cette demande, qui fait que si on augmente par exemple de 10% la population, nous allons avoir peut-être besoin de 20% en plus de nourriture, peut-être le double que le nombre mathématique d'accroissement de la population à cause du changement de comportement alimentaire de ces pays-là.
Alors en face de ça, en face de cette demande qui va s'accroître de manière extrêmement importante, comment est-ce qu'on peut répondre à l'offre? Déjà, je suis agriculteur, je vais reprendre ma casquette d'agriculteur. Systématiquement, lorsqu'on fait pour l'instant pousser du blé, du maïs, de la canne, de la betterave ou tout autre produit agricole, il faut des surfaces. Et lorsqu'on le regarde effectivement sur notre terre, le nombre d'hectares disponibles par habitant, je prends en référence 1964, nous avions à disposition 0,15 hectares par personne et aujourd'hui, 2010-2011, nous avons moins de 0,10 hectares par personne. Effectivement, nous avons une population qui s'accroît, nous avons une urbanisation, nous avons donc effectivement moins de sol, moins de surface évidemment à disposition pour répondre à cette demande. Alors la consommation s'accroît, comme je vous ai dit, elle s'accroît essentiellement à travers deux secteurs, ce qu'on appelle le food, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle alimentaire directement, et puis tout ce qui est le feed, alors qui est l'alimentation des animaux, mais également, et j'y reviendrai un petit peu après, tout ce qui est utilisation industrielle dans les produits agricoles. Quand je dis utilisation industrielle, ce sont évidemment les biocarburants, mais aussi tout ce qui est amidonnerie ou autre industrie. On s'aperçoit que de manière un petit peu proportionnelle, grosso modo, vous avez, pour simplifier, à peu près une augmentation équivalente, que ce soit en food ou en feed, ou autre usage prévu selon l'USDA, donc en termes d'utilisation des céréales ou de grains d'une manière générale. Point important, c'est que les végétariens, que nous ne sommes plus beaucoup, consomment environ 200 kg de céréales par an. Un carnivore, que nous sommes plus, consomme 800 kg de céréales par an. Or, si nous regardons un petit peu l'évolution de la population, nous allons en Asie, nous allons en Afrique, vers des gens qui ont un pouvoir d'achat qui augmente, et avec un pouvoir d'achat qui augmente, ils ont un changement de comportement alimentaire, et plutôt que de manger de la protéine végétale en direct, ça se comprend, ils ont une aspiration aussi pour manger de la protéine animale, et on sait que systématiquement, alors, on va consommer beaucoup plus de soja pour nourrir les animaux, beaucoup plus de maïs ou de blé pour nourrir les animaux, et que systématiquement, nous allons avoir ici un coefficient de 4, vous voyez, entre un végétarien et un carnivore, en termes de besoin de céréales pour répondre à ce changement de comportement alimentaire. Donc, on va avoir une accentuation très forte de la demande liée au fait que nous allons avoir une croissance de la population en Asie et un changement de comportement alimentaire chez eux. Ici, si on regarde l'évolution de la demande, cette fois-ci pour le feed, c'est-à-dire plus pour l'alimentation du bétail, vous voyez qu'en bleu, vous avez l'Europe et les États-Unis, donc nous stagnons, à la fois parce que on ne peut pas consommer beaucoup plus de viande qu'on en consomme déjà, et nous stagnons en termes de population. Et vous avez les pays du BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui ont une explosion en termes de la demande pour l'alimentation humaine. Alors, autre question que l'on se dit souvent, mais les prix alimentaires explosent. Alors, les prix alimentaires explosent. Là, c'est encore pareil. Si on fait les études en dollars constants, généralement c'est en dollars, si on fait les études en termes d'inflation constante, c'est-à-dire en valeur absolue, déflationnée, on s'aperçoit que si je ramène ça au salaire minimum français, en 1960, il nous fallait 4h24 pour manger un kilo de poulet. En 2001, il nous fallait que 13 minutes de travail, je parle de salaire, pour manger un kilo de poulet. En 1960, il nous fallait 3h27 pour pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui nous permette d'acheter un kilo de porc. Aujourd'hui, c'est 34 minutes. Et pour un litre de lait, il nous fallait 14 minutes, alors qu'aujourd'hui, il ne faut plus que 5 minutes. Ici, à droite aussi, j'ai mis l'évolution donc du PIB chinois. Bon, je lisais encore un article ce matin avant de venir. Ils sont assez catastrophés parce qu'ils prévoient que le PIB en Chine pour l'année prochaine ne sera compris qu'entre 8 et 9%. Imaginez.
Je crois que notre président Sarkozy serait ravi, ou Madame Lagarde, d'avoir un PIB en France à 8-9%. Pour eux, c'est très décevant parce qu'un PIB de 8 à 9% pour l'année prochaine ferait que ce serait une croissance du PIB la plus faible depuis 10 ans, puisque il y a 2 ans, le PIB chinois devait être à 10,4% à peu près. Cette année, pour 2011, il va être à 9,2%, baisse d'1,2%. Et puis, à cause de la récession en Europe, parce que nous sommes les premiers clients de la Chine en termes d'importateurs de produits chinois, la récession en Europe, ou au moins la stagnation de notre PIB, font que le PIB chinois ne devrait croître l'année prochaine qu'avec un chiffre compris entre 8 et 9%. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'aime bien cette diapositive-là, mais elle est un petit peu embêtante. Mais j'avais dit à M. Coquelet que je viendrais sans diapositive. Puis je me suis révisé en catastrophe ce matin en disant non, c'est là, il faut que je vous la montre. Réellement, je reviens de Chine, je suis rentré ce week-end. Et franchement, lorsque je regarde cette diapositive-là, réellement, je crois que ça explique énormément de choses sur le bouleversement et sur la crise d'ailleurs européenne que l'on a aujourd'hui. Nous, Européens, nous avons une chance. Tout au moins, je crois que nous pensions que nous avions une chance extraordinaire, c'est que nous étions au centre du monde. En effet, si vous regardez l'Europe, nous sommes placés de manière géographique, de manière magnifique, c'est-à-dire que nous sommes entre la Chine et les États-Unis, si je regarde cette map monde-là, mais c'est notre vision qu'on a appris dans les livrets scolaires, un tout petit peu. Malheureusement, l'économie est en train de changer, et le monde, il est en train de changer, en train de devenir celui-là, le monde économique. C'est-à-dire que nous sommes passés de la diapositive précédente à un endroit géographique fantastique qui était le centre du monde, à un endroit où nous passons à l'autre bout du monde, si vous voulez. Pourquoi ça ? Parce que, en ce moment, l'économie est en train d'exploser vers les pays asiatiques, Chine, Inde, que j'ai mis, mais aussi vers les pays d'Amérique du Sud. Et puis, finalement, les chiffres américains ne sont pas si mauvais que ça en ce moment en termes économiques. Je ne parle pas de la gestion de la dette des États américains. Enfin, j'en parle pas, mais comme d'habitude, je vais en parler. J'ai le droit jusqu'à 13h, c'est ça ? J'étais à une conférence il y a 15 jours à Genève, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, au Global Grind à Genève, qui réunit à peu près 1 millier de traders. Et puis il y a un ami que je connais très bien qui s'appelle Dan Bath d'Agay Ressources, pour ceux qui le connaissent, et qui disait, vous Européens, vous n'avez quand même pas de chance, vous allez devoir emprunter pour rembourser vos emprunts. Alors nous, en le narguant, on lui dit, les États-Unis, ils sont dans une situation bien pire que nous. Il me dit, oui, mais la différence entre vous, c'est que nous, on a la solution. Ah oui, on va acheter des photocopieurs et des imprimantes. C'est-à-dire que le dollar étant la devise mondiale, si vous voulez, dit, nous, c'est très simple, on fait tourner la planche à billets, et en faisant tourner la planche à billets, c'est pas un problème. Si le dollar pouvait dévaluer de 50%, ça les arrangerait bien, et de toute façon, ils résoudront certainement, ce qu'ils ont fait jusque-là, la crise de la dette en imprimant. Alors bon, comme on n'a pas la possibilité, ou au moins la BCE, et Mme Merkel derrière, si on suit un tout petit peu d'actualité, n'a pas très envie apparemment que l'on achète des photocopieuses et des imprimantes. Donc il va falloir effectivement nous tourner vers d'autres solutions. Et je crois que la crise réelle que l'on vit aujourd'hui est certainement une crise de la dette des États, mais comme énormément d'États sont endettés. Je crois qu'il faudrait faire un Yalta et puis éponger la dette du monde entier. Comme ça, on serait tranquille, on démarrerait à zéro. Je crois que c'est la seule solution. Mais je crois réellement qu'on est en train de changer d'un modèle économique, si vous voulez. Nous sommes en train de changer d'un modèle économique. Et on le voit très bien, nous, lorsqu'on analyse les indicateurs économiques, jusque, j'ai envie de dire, il y a encore 4-5 ans, ce que l'on faisait systématiquement, comme tous les produits sont interconnectés entre eux. Si vous regardez l'évolution du PIB aux États-Unis, l'évolution du chômage aux États-Unis, ou à Housing Start, l'évolution des mises en chantier des maisons aux États-Unis, ça vous donnait une indication pour les cours sur Chicago l'après-midi. Regardez à 14h30 ce qui pouvait nous sortir comme indicateur économique aux États-Unis, et puis systématiquement à 16h30, je parle hors de Paris, lorsque le marché de Chicago ouvrait, si le chiffre avait été bon, on savait que les commodities allaient monter. Si les chiffres n'étaient pas bons, on savait que les commodities allaient baisser. On suivait les indicateurs américains. Aujourd'hui, on ne les suit plus. Il n'y a plus besoin de les suivre. Ce qu'il nous faut suivre, c'est quoi ? Ce sont tous les indicateurs chinois. Systématiquement, si vous voulez, on est en train de vivre de plus en plus sous la dépendance de l'activité économique en Chine ou en Inde, plus particulièrement. Et si vous regardez, si vous avez curiosité de regarder un tout petit peu la baisse des cours des matières premières qu'on a eu certains lundis matins en OTC, c'est-à-dire en over the counter, dans le marché de gré à gré, on a eu plusieurs fois des limites de baisse
sur le soja, sur le maïs, etc. C'est intervenu à chaque fois un lundi matin lorsque la Banque centrale chinoise augmentait ses taux. Lorsqu'elle décide d'augmenter ses taux, elle le fait le samedi. On est tranquille, on dort tranquille, si ce n'est que le lundi matin, on se réveille des fois avec la gueule de bois. Alors, pas pour les acheteurs, ils sont contents parce qu'on est en limite de baisse. Et les vendeurs, qu'est-ce qui se passe? Le lundi matin, quand le téléphone sonne chez nous et qu'on nous dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le soja à Chicago est en limite de baisse, monsieur, on n'a pas trouvé un gisement de soja pendant le week-end, hein, ça se saurait. C'est tout simplement la Chine qui a monté ses taux d'intérêt. Voilà. Donc maintenant, nous sommes dépendants de la politique monétaire chinoise et nous suivons en permanence les indicateurs économiques de la Chine pour pouvoir, entre guillemets, analyser et prédire ce qui va se passer sur nos marchés de matières premières agricoles. Alors, vous avez là un élément clé de ce que va être la volatilité. Je dis que vous n'avez rien vu sur la volatilité. Je dis que nous n'avons rien vu sur la volatilité. Pourquoi? Parce que si on peut critiquer les chiffres américains, à chaque fois c'est le sport, hein, lorsque l'USDA, donc le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, nous publie un rapport, ils en ont publié un vendredi, donc avant-hier, lorsqu'ils nous publient un rapport, pour peu que le rapport ne nous plaise pas, on va dire ils sont faux, ils ont tort, etc. etc. Mais au moins on a des chiffres, si vous voulez, qui ressemblent un peu à quelque chose. Allez trouver des chiffres, malgré les volontés du G20, malgré les beaux discours du G20, allez trouver des chiffres chinois, bon courage. Pour des raisons très simples, déjà. Lorsqu'on dit c'est un scandale, le G20 a préconisé de dire il nous faut les amis. Les amis, ce sont ceux, les spécialistes qui vont nous donner tous les chiffres de l'état des stocks mondiaux des différents pays. Les Chinois ont dit bon, soyez sympas, vous allez nous donner vos chiffres. Vos chiffres qui sont secrets d'État en termes de stock de blé ou de maïs. Les Chinois, très intelligemment, ont répondu au G20 oui, il n'y a pas de problème. On va vous donner nos chiffres, mais vous nous financez évidemment des satellites pour pouvoir regarder autour de la Chine ce qui se passe. Notre pays est très grand pour pouvoir voir l'état des cultures. Et hop, on va faire un petit chèque, etc. Comment voulez-vous avoir les chiffres chinois lorsque vous savez que 80% des agriculteurs chinois ont moins d'1 hectare? Comment voulez-vous collecter l'information? L'information est non collectable. C'est-à-dire qu'elle est non collectable. Nous, en France, on a France Agrimaire qui nous donne de très bons chiffres, etc. Mais pourquoi? Parce que nous sommes structurés. Nous avons des coopératives, nous avons des négociants, nous avons des collectes de points d'information et des exploitations agricoles qui sont relativement importantes. Lorsque vous avez 80% de votre agriculteur, de vos agriculteurs qui ont moins d'1 hectare, il suffit qu'ils aient 2 cochons au lieu d'un cochon pour que, systématiquement, le cochon, il mange la moitié de la production de la ferme, ou il ne mange pas la moitié de la production de la ferme. Donc on n'arrive pas à collecter l'information. Et ce que je dis, c'est que les Chinois, le gouvernement chinois n'a pas l'information. Alors il y a des stocks stratégiques, ça on le sait très bien. On sait que, grosso modo, en blé, a priori, ils ont l'équivalent d'1 an de consommation, c'est ce qu'on estime en blé. C'est pour ça qu'ils ne sont ni importateurs ni exportateurs, sauf cette année, ils devraient importer un peu de blé australien pour substituer le maïs dans l'alimentation du bétail. Mais clairement, si vous voulez, on estime qu'ils ont 1 an de stock, à peu près 120 millions de tonnes de blé, on a entre 105 et 120 millions de tonnes de blé. En maïs, alors c'est très simple, en maïs, semaine dernière, on disait, bon, le stock de maïs. Alors on a été voir des copains des agritels chinois. On a été voir. On dit bon, vous estimez la production de maïs en Chine pour cette année à combien? Sur les 3 organismes qui font un petit peu référence là-bas en Chine, les 3 organismes privés, ils sont à peu près tous tombés d'accord entre 165 et 170 millions de tonnes de la production de maïs aux États-Unis. Vous avez le chiffre de l'USDA qui est sorti vendredi, 192 millions de tonnes, selon les sources donc, de l'USDA, et alimenté par Sinogrin, qui est l'organisme d'État qui fournit les datas pour la Chine. Donc, si vous voulez, à 20 millions de tonnes près, une bagatelle, on connaît les chiffres du maïs et de la production de maïs. Donc, plus on va être dépendant des pays asiatiques, plus on va être dépendant de l'économie asiatique, etc., plus on va avoir de volatilité. Pourquoi? Parce que les chiffres, on ne les a pas. Et eux-mêmes ne les ont pas, je pense. Extrêmement compliqué. Donc, on va avoir de plus en plus d'incertitudes sur des chiffres, dont de pays qui vont influencer de plus en plus notre économie. Donc, systématiquement, si vous voulez, cette incertitude sur les chiffres va se traduire par une volatilité de plus en plus importante sur les marchés en termes d'analyse. Alors, la demande croît, si je prends les 3 principaux produits consommés et échangés dans le monde, entre le soja, le blé et le maïs, on voit que cette demande s'accroît énormément depuis 2004 à cause de 2 phénomènes, à cause de l'importation du soja
par l'Asie et à cause du développement de la filière biocarburant, il faut le dire, aux États-Unis principalement. L'importation de soja, c'est très simple, pour vous donner une idée. Grosso modo, il y a 7-8 ans, les Chinois importaient entre 5 et 10 millions de tonnes de soja par an. Aujourd'hui, nous sommes sur un rythme de 5 à 6 millions de tonnes par mois. Voilà. Si je parle de cochons, j'ai commencé à parler de cochons tout à l'heure, il faut savoir que la moitié des cochons du monde sont en Chine. Ça, hein. On est la population des cochons dans le monde, la moitié est en Chine. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les ateliers, lorsqu'on a un atelier de naisseuses de truies en France, lorsque on a 1000 truies, c'est un atelier qui est extrêmement important. Et là, on a visité semaine dernière un atelier de 20 000 truies, qui est un petit atelier chinois. Clairement, on n'est pas du tout sur la même échelle. Alors, en ce qui concerne la consommation d'éthanol. Alors, consommation d'éthanol, j'ai vu que ça faisait partie d'un des rapports, je crois, de ce matin. On a une consommation d'éthanol aux États-Unis qui est faite à base de maïs, essentiellement, et non pas de canne à sucre comme au Brésil. Donc, on a une consommation, une utilisation pour la filière éthanol qui est de l'ordre de 120-125 millions de tonnes de maïs par an. Nous projetons que cette consommation devrait, enfin, il n'y a pas que nous, hein, d'autres analystes, montrent que cette consommation d'utilisation de maïs pour la filière éthanol devrait stagner, mais ne pas chuter complètement. Il y a eu, vous savez qu'aux États-Unis, la filière éthanol est subventionnée, et il y avait une subvention, je crois que c'était 37 cents par gallon, si ma mémoire est bonne, qui était accordée par les démocrates, et puis avec le changement de pouvoir d'élection au Congrès américain en début d'année, donc avec l'arrivée des républicains, au 1er janvier 2012, il y a suppression complètement de ces subventions, entre guillemets, à l'incorporation d'éthanol. Mais ce n'est pas une question de subvention, ça ne changera absolument rien, si vous voulez, dans le profil d'utilisation du maïs dans la filière biocarburant aux États-Unis, puisque le taux d'incorporation, il est obligatoire. Donc, si vous voulez, ce sont les pétroliers qui paieront un peu plus et qui auront un petit peu moins de marge pour produire d'éthanol. Mais 120-125 millions de tonnes, je sais que généralement, on ne retient jamais les chiffres, hein, moi le premier. Donc 125 millions de tonnes de maïs, c'est quoi? C'est 2 fois la production de l'Europe à 27. On n'est pas encore 28, je crois bientôt, mais c'est 2 fois la production européenne à 27. C'est-à-dire que dans la filière éthanol aux États-Unis, et on ne peut pas le négliger. Alors, je ne vais pas rentrer, je vous rassure, parce que là, on y passe l'après-midi dans Fit for Against Food. Hein. On ne va pas mettre en opposition nourriture contre le biocarburant. Mais il est clair que la filière éthanol aux États-Unis, qui est bien développée, ça fait partie d'un pan économique important des États-Unis. Ça ne va pas changer demain. Cette filière, elle existe, elle continuera à être alimentée. Simplement, on pense qu'il y aura peut-être beaucoup moins d'usines qui vont se mettre en place aujourd'hui, qu'on arrive à une certaine maturité du marché. Et le maïs, aux États-Unis, c'est le maïs utilisé dans la filière biocarburant, c'est 2 fois la production de l'Europe des 27. Hein. L'Europe des 27, on produit entre 60 et 65 millions de tonnes de maïs par an. Cette année, on fait une bonne année, c'est plus proche que de 65. Que de 55. Alors, si je prends les biocarburants, et je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, dans l'Europe des 27, vous voyez que, grosso modo, c'est plus du tout dans la même, on ne joue plus dans la même catégorie, puisqu'on n'a qu'environ 6 millions de tonnes de blé qui est utilisé pour la filière éthanol, 3 millions de tonnes de maïs, et puis un petit 700 000 tonnes pour l'orge. Alors, les marchés, il faut comprendre que les marchés sont devenus maintenant complètement financiarisés. C'est ce qu'on appelle la financiarisation des marchés. Alors, les marchés sont complètement dépendants maintenant des uns des autres. C'est-à-dire qu'on voit très bien, ici c'est montré, vous avez en rouge l'évolution du prix du maïs sur Chicago, en vert l'évolution du prix du blé, et en bleu, du blé sur Euronext, donc européen, et rendu rond pour être précis, et en bleu le blé à Chicago. Vous voyez que le prix du maïs a fortement progressé. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des ratios stock sur consommation. C'est ça qu'il faut regarder. Hein. Un chiffre en lui-même, il ne veut rien dire. Le dernier chiffre de l'USDA de vendredi, c'est on aura 124 millions de tonnes de maïs en stock dans le monde à juin 2012. Mais 124 millions de tonnes de maïs à juin 2012, ce n'est pas 124 millions de tonnes à juin 2002. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus tendu si vous voulez qu'il y a
10 ans. Nous sommes sur des ratios stocks de surconsommation de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que nous aurons dans le monde, à juin 2012, au moment où nous allons commencer la récolte hémisphère nord de la prochaine récolte, nous aurons en maïs l'équivalent de moins de 3 semaines de consommation en stock. Il ne faut absolument pas d'incident climatique, sinon nous connaîtrons une volatilité et une hausse des cours, qui peuvent être indépendantes, comme j'ai dit, extrêmement importante. Bon, soja, je vais assez vite, même chose. Importation de soja, je vous en ai parlé, on est sur du 65 millions de tonnes par an, avec une spécificité, c'est qu'ils sont en surcapacité de trituration en soja en Chine à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les usines tournent à 60%, mais ils continuent à alimenter quand même, si vous voulez, pour répondre à la demande en huile, mais il faut savoir que les usines tournent à 60%, donc le jour où la demande deviendra beaucoup plus importante, où il y aura un autre problème sur les huiles végétales. Il faut savoir que sur les huiles végétales, le leader, enfin le marché qui dirige l'ensemble du marché des huiles, c'est l'huile de palme, et avec ces incertitudes climatiques qu'on peut avoir sur l'huile de palme. Donc, sur cette première partie, il y a une chose qui est extrêmement simple pour expliquer la volatilité. Vous avez une demande croissante, ça, il n'y a pas le choix. Et pourquoi il n'y a pas le choix? Parce que nous sommes sur une demande inélastique. C'est un produit très spécifique. Si demain je multiplie par 4 le prix du magnétoscope, vous allez peut-être hésiter à acheter un magnétoscope. Demain, si on augmente le prix de la nourriture, il faut bien manger. Nous sommes sur des besoins, des produits de première consommation, de première nécessité, si vous voulez. Donc elle a une demande relativement inélastique. Il est clair qu'il y a des changements de comportement alimentaire. Si d'un seul coup le prix de la viande devient trop cher, on va se retourner vers plus du riz ou des produits végétaux, des protéines végétales, etc. On va changer un peu nos modes de consommation alimentaire. On va manger peut-être un peu moins de viande, etc., etc. Mais cette demande est relativement inélastique. Donc, du côté de la demande, on ne pourra pas faire grand-chose. Ce d'autant plus que le pouvoir d'achat des Chinois augmente. Du côté de la demande, on ne pourra pas faire grand-chose. Alors, du côté de l'offre, vous allez me dire. Mais du côté de l'offre, nous ne sommes pas en train de construire des voitures, nous ne sommes pas en train de construire des magnétoscopes. C'est-à-dire que la problématique de répondre à la demande, c'est que nous ne pouvons pas accroître l'offre comme ça du jour au lendemain. Et je ne me lance pas, je vous promets, dans le débat des OGM, des biotechnologies. Donc, on ne peut pas augmenter la production comme ça du jour au lendemain. Évidemment, on essaye d'augmenter les surfaces, on essaye d'augmenter l'industrialisation, de mettre un peu plus d'engrais, etc., etc. Mais nous sommes dépendants de quoi? Nous sommes dépendants de Monsieur Météo. Nous sommes dépendants de Monsieur Météo. Nous ne sommes pas en train de dire à l'usine, écoutez, on va remonter une deuxième usine, où au lieu de faire les 2 x 8, on va faire les 3 x 8. Non. Nous avons une limite qui est liée à la météo, et on va voir un petit peu ce que donne cette météo. Alors, l'agriculture, par rapport aux autres produits agricoles, ça, je vous montre ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ferai parvenir de toute façon ma présentation sans problème, c'est que tous les produits sont liés entre eux. Et quand je dis tous les produits sont liés entre eux, quelque chose qui va vous intéresser juste après, c'est que lorsqu'on étudie, on travaille avec les fonds, on travaille avec des fonds que l'on conseille, des fonds indiciels, des spéculateurs, etc., des gérants de fortune. Et le marché qui drive tout, quand je dis qui drive tout, c'est-à-dire qui est le leader, ce qu'on appelle, je dis qu'il faut regarder en premier et qui va vous conditionner l'évolution des taux, l'évolution des marchés boursiers, l'évolution de toutes les matières premières agricoles, grosso modo l'évolution de tous les autres marchés, c'est le pétrole. Le pétrole est le noyau central, il est le driver. Si vous regardez sur l'année 2011, les prix du pétrole n'ont jamais été aussi élevés en moyenne. Je ne vous parle pas de l'année où il est monté à $140 le baril pour se réécrouler derrière à 60 ou $70 le baril. Je parle en moyenne sur l'année 2011, je crois qu'à date au 1er décembre, c'est $111 le baril. Nous sommes sur un prix du pétrole qui n'a jamais été aussi élevé. Ce qui fait que, systématiquement, si je prends ce driver-là, et ça a été étudié par des gens beaucoup plus compétents que moi, par des universitaires, etc. Regardez les coefficients de corrélation qu'il y a entre le pétrole et les autres produits, agricoles, boursiers, tout ce que vous voulez, taux, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le driver, c'est lui qui dicte en premier. Derrière, il y a quoi? Il y a une matière première qui va vous intéresser, c'est le sucre. Et c'est assez marrant de voir d'ailleurs lorsqu'on discute avec des fonds, avec des gens qui investissent les matières premières agricoles, ils regardent toujours le sucre. Pas en tant qu'investissement, j'allais dire, premier, il faut investir dans le sucre parce que ça va monter, ou des investir pour s'investir, parce que c'est ce qu'on appelle un indicateur avancé. C'est-à-dire que très souvent, et c'est assez intéressant, nous on le regarde aussi,
le prix du sucre est un certain indicateur avancé de ce qui va se passer derrière pour les autres commodities. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des branches, des liaisons entre le prix du pétrole, le prix du pétrole, avec le prix du sucre, il est assez vite lié. Bon, c'est lié effectivement au problème des biocarburants aussi, notamment sur l'Amérique du Sud, mais aussi à d'autres considérations. C'est un produit qui a été traité depuis longtemps sur les marchés internationaux et les marchés financiers. Et pour ça, il est toujours intéressant pour nous de suivre le sucre comme indicateur avancé, de savoir ce qui va se passer. Alors, on s'amuse évidemment à faire des corrélations. Bon, vous allez me dire, attention aux corrélations, on peut faire dire n'importe quoi. On peut dire que le soleil, il se lève tous les jours le matin et puis il se couche tous les jours le soir, grosso modo. Ça dépend de l'endroit où on se situe sur Terre. Mais les corrélations nous montrent quand même qu'on a des corrélations de plus en plus fortes. Si vous regardez depuis 2007, des corrélations de plus en plus fortes entre le prix du blé sur Euronext et le CAC 40. Alors, aujourd'hui, là, enfin quand je dis aujourd'hui, ces 3 derniers mois, c'est simple. Nous, on estimait, mais bon, c'est une valeur relative, hein, mais qu'on a fait quand même mesurer par nos économètres. Oui, par nos économètres. On estimait que l'évolution des prix sur ces 3 derniers mois sur les matières premières agricoles était liée à 60% sur les fondamentaux et à 40% sur l'environnement économique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 3 semaines, un mois, ce qu'il fallait regarder, c'est à quel taux l'Italie émettait ses obligations. Si l'Italie émettait ses obligations à plus de 7%, ce qui s'est passé, systématiquement, l'euro trinquait, et l'euro trinquant, baissant, on avait un certain maintien des cours libellés en euros sur Euronext et une baisse des cours sur Chicago. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que tous les marchés sont liés entre eux, et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait qu'une analyse fondamentale, vous allez me dire, c'est pas juste. Ben non, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui fait qu'une analyse fondamentale, il aura raison, mais à terme. Or, vous savez comme moi qu'avoir raison au mauvais moment, c'est avoir tort, par définition. Il vaut mieux avoir raison au bon moment. Donc, on est obligé de suivre, si vous voulez, tous les indicateurs économiques. On est obligé de suivre ce qui est logique, les parités des devises. On est obligé de suivre ce qui se passe, évidemment, sur l'euro actuellement, qui chagrine beaucoup de monde, sur la zone euro. On est obligé de suivre tout un tas d'indicateurs économiques et les marchés boursiers. Et tous les marchés sont liés entre eux. On a une corrélation extrêmement forte entre le CAC 40, le prix du blé, entre le Dow Jones, le prix du blé, etc. Ici, vous avez encore une corrélation qui est faite entre le Standard & Poor's, on a mis le Standard & Poor's, regardez, le Standard & Poor's et le CRB. Le CRB, c'est l'index Commodities Reuters Index, c'est-à-dire l'index des prix, un index parmi tant d'autres du prix des matières premières agricoles. Donc les marchés sont corrélés entre eux. Inflation en Chine, on regarde, évidemment, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on regarde la parité euro-dollar, on regarde le pétrole, c'est extrêmement important. Bon, là, mon chart n'est pas tout à fait à jour, il s'est terminé à début octobre, et on retrouve du $100 à peu près le baril aujourd'hui. Qu'on a une corrélation très forte entre le colza et le crude oil, ça paraît logique, puisque l'essentiel de notre colza maintenant part dans la filière biofuel. Et puis je voudrais en venir à un point extrêmement important, je vous ai dit, c'est que nous sommes sur des produits dits météo-sensibles. Alors, mes braves gens, est-ce qu'il fait plus chaud? Est-ce qu'il pleut plus? Est-ce qu'il pleut moins? Est-ce que, etc. Lorsqu'on discute avec son grand-père, on dit « Oh, mais ça, on l'a déjà connu en 1912, ou ça, on l'a déjà connu, machin, etc., etc. » Bref, il nous faut quand même des repères. Et les repères, ils sont mesurés d'un point de vue statistique, et on a, avec certitude, de montrer de manière mathématique et statistique une accentuation des phénomènes météorologiques. Nous avons une accentuation très forte des phénomènes météorologiques et c'est indéniable. On le mesure par quoi? Ici, dans la partie du haut, le nombre de jours inhabituellement chauds et froids dans le monde, on s'aperçoit que un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid. Mais on a de la volatilité sur les indices météorologiques aussi. On va avoir des excès de sécheresse, suivis d'excès d'inondation. On va avoir des excès de température, plus ou moins suivis de temps en temps par des excès de froid. Mais on a effectivement une accentuation. Lorsqu'on a une sécheresse, elle ne rigole pas. On en a eu quand même au printemps cette année chez nous, en Europe. On a eu la fameuse sécheresse en Russie en 2010. Et puis à l'inverse, on a des inondations un peu partout. Vous avez vu les inondations en Thaïlande, etc. Nous avons de plus en plus de jours anormalement
chaud, anormalement pluvieux, anormalement froid, etc. Nous avons donc mathématiquement à démontrer que nous avons une volatilité de plus en plus forte sur les paramètres météo, et comme les paramètres météo, ce sont ceux qui guident notre offre, nous aurons une offre de plus en plus volatile. Alors c'est très simple. Vous avez une demande qui est structurellement croissante, inélastique. De l'autre côté, vous avez une offre qui fait ça. Ben, c'est quoi la seule variable? On n'a pas d'autre variable que la variable prix. On n'a pas d'autre variable que la variable prix. C'est la variable prix qui va faire l'ajustement. Alors c'est peut-être un peu dur, effectivement, lorsque la variable prix dit, ben voilà, il faut doubler le prix des pâtes alimentaires pour qu'on consomme moins de pâtes. Nous, ça va encore, on va encore arriver à en manger, mais c'est extrêmement sévère pour les autres. Mais il est clair que, de toute façon, que dans un schéma de marché classique d'économie mondiale, d'économie telle qu'on le vit, ben, si vous avez une demande qui croît et si vous avez une offre qui est aléatoire, et ben, le prix deviendra aléatoire. Donc, j'attribuerais, si vous voulez, la volatilité qui devient structurelle à deux phénomènes essentiels. C'est un, au basculement j'allais dire, des données économiques, du pouvoir économique qui bascule d'indicateurs européens, américains vers des indicateurs qui sont plus asiatiques, donc un changement du monde économique, avec l'incertitude sur les données que l'on a, puisque les données sont de plus en plus incertaines, et puis principalement aussi donc aux changements climatiques qui font que on a une incertitude sur l'offre. Alors, j'ai rajouté cette diapositive-là en catastrophe ce matin, parce qu'il se trouve que j'ai eu la mauvaise idée mardi dernier, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, de me retrouver à Pékin. Et mardi dernier, je vous ai pris cette photo-là à travers le hublot, à Pékin, à 17h du soir, vous voyez, ils ont fermé l'aéroport. Donc, bon, ça ne va pas vous intéresser, mais j'ai passé la nuit à l'aéroport, parce que j'ai mis 4 heures à récupérer mes bagages qui étaient déjà rentrés dans l'avion, l'avion qui n'a jamais décollé. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas du brouillard. C'est pas du brouillard, c'est la pollution. Donc vous imaginez, dans une ville comme Pékin, plus de 20 millions d'habitants, à 17h du soir, j'avais mon avion à 17h, on a attendu, et à 21h, on dit on ferme. Et là, je ne sais pas combien il y avait de dizaines de milliers de Chinois dans l'aéroport, mais pour retrouver ses bagages, retrouver tout, puis c'est écrit en chinois, hein, c'est pas très simple. Mais j'ai pris cette photo, donc, là, pour vous montrer, à 17h, c'est la réalité, c'était mardi dernier, j'ai pris ça à travers le hublot à Pékin, impossible de décoller. Hein, on nous a dit, vous inquiétez pas, vous décollez le lendemain matin à 6h, du coup, on a décollé à 9h le lendemain matin, on n'avait que 15 heures de retard. Mais vous imaginez quand même qu'on arrive à fermer un aéroport, on a du mal à imaginer ça, nous, quand même. Imaginez le scandale qu'on ferait, surtout une veille d'élection. Je ne vais pas parler d'élection non plus, je rassure. Hein, mais si on fermait en Roissy parce qu'il y a trop de pollution. Pékin, ça devient invivable, ça devient irrespirable, et clairement, il y a des phénomènes de pollution qui sont complètement aberrants. Donc on a des éléments inquiétants, effectivement, au niveau météorologique. Hein. Bon, je ne vais pas tous les détailler. Hein. Les ressources en eau et biodiversité sont menacées, augmentation des fréquences de pics de température, augmentation des pics extrêmes de précipitations. Les pics de température vont passer d'une fois tous les 20 ans à une fois tous les 5 ans, donc quand même ça accélère. La température a augmenté de 0,74 degrés sur le siècle dernier, et puis là on n'en sait rien, ça va monter entre 1 et 6 degrés d'ici à 2100. Hausse de 3% par an des émissions de gaz à effet de serre. Les glaciers d'altitude, bon, on va arrêter là parce qu'on va se prendre le chou. Mais clairement, si vous voulez, on le voit bien avec ce qui s'est passé à Durban aussi ce week-end. Si vous voulez, je crois que la problématique de réchauffement climatique, elle n'est pas prête de se résoudre. Elle n'est pas prête de se résoudre. Alors peut-être que ça en arrange certains, certainement que ça en arrange certains. Je pense que les Russes, ma foi, si ça peut déjeuner un peu au pôle Nord, ou en Sibérie, pardon, ou si on peut maintenant passer par le nord du globe pour le transport maritime, ou si on peut aller chercher un peu de pétrole au fond des océans, etc., ça peut arranger un certain nombre. Mais nous allons devoir vivre avec, je vous le garantis, avec de plus en plus d'incidents climatiques. Après, autre phénomène, c'est la spéculation. Alors, systématiquement, on dit c'est de la faute au spéculateur. Alors moi, je veux bien. Je veux bien, c'est toujours de la faute du voisin, comme je dis, systématiquement. En tant qu'agriculteur, je peux parler des agriculteurs parce que j'en suis. Alors, systématiquement, quand les prix montent et que j'ai vendu, je dis mince, c'est bêta, ça, c'est de la faute de mon consultant, hein, etc. Et puis, quand les prix baissent, ben là, c'est de la faute à Bruxelles.
c'est clair. Donc, mais c'est jamais de sa faute à soi, hein, parce que j'allais dire, quand les prix baissent, on aurait pu vendre avant, mais on attend toujours. Quand le blé est à 200, on attend qu'il soit à 210. On dit à 210, quand il sera à 210, téléphonez-moi, je vendrai. Puis quand il est 210, attendez, je vais attendre 215, vous n'allez pas me prendre pour un idiot. Hein, et puis ainsi de suite, etc. Donc la spéculation, en fait, d'abord, nous sommes tous des spéculateurs. Il faut savoir que spéculer, c'est anticiper. Hein, racine latine, c'est essayer d'anticiper les mouvements de marché. Je vous conseille d'anticiper, hein, tant qu'à faire dans votre business. Donc nous sommes tous des spéculateurs. Et je vais revenir à mes petits Chinois 2 secondes. Vous savez que le principal marché des matières premières agricoles, l'équivalent, on va dire, du Chicago Board of Trade à Chicago, en Chine, c'est le Dalian. Sur le Dalian, donc on avait rendez-vous avec les gens du Dalian aussi, ça faisait la 2e fois qu'on allait les voir. On leur dit, mais écoutez, c'est pas possible, la dernière fois, on a du mal à comprendre. Le volume traité sur le Dalian, sur le premier marché chinois, il est fait par qui? Eh bien, 80% du volume est fait par les individuels, par les gens de la rue. Il n'y a pas plus spéculateurs que les Chinois. Et comme ils sont spéculateurs, ils vont tous spéculer sur le marché. Et même les industriels ont du mal à aller s'arbitrer, n'ont pas l'autorisation par les autorités monétaires pour aller s'arbitrer sur le marché, sous réserve qu'ils ne font pas de physique. Donc c'est un vrai problème aussi. On va avoir de toute façon des marchés de plus en plus spéculatifs, notamment. Alors les financiers, si je prends les meilleurs rendements pour 2010, il valait mieux investir dans le coton, hein, c'est ce qui va de mieux, puis après le blé à Paris, etc., etc. Donc si je raisonne purement performance, rendement, si vous voulez, je pense que le CAC 40, malheureusement, il est par là, hein, mais je pense que les marchés actions... Cette fois-ci, on va raisonner à la chinoise. Hein. Ce sera pour retrouver les cours de Alcatel ou les cours de je ne sais pas quoi. Hein. Il faudra attendre au moins 3-4 générations avant peut-être de retrouver ces prix-là. Donc, il est vrai que les matières premières sont devenues des actifs comme des autres. Quand je dis des actifs comme des autres, mettez-vous à la place des investisseurs. Marché obligataire. Marché obligataire, est-ce que vous aviez envie d'aller sur le marché obligataire? Oui, on peut acheter de la dette grecque à 15%. Bon. Peut-être mieux, on peut acheter de la dette italienne à 7%, certainement, etc. Mais nous sommes dans une structure de baisse des taux. Donc, qui dit structure de baisse des taux, effectivement, c'est intéressant d'acheter des obligations sous réserve qu'on vous rembourse. Hein, évidemment, il y a quand même un certain doute sur le sujet. Donc, sur les obligations, on n'y va pas de trop. Après, acheter des obligations américaines, les taux sont à zéro quasiment. De la Banque Centrale Européenne, les taux sont quasiment à zéro aussi. Donc, les dettes d'État sont assez peu intéressantes. Les marchés actions. Je crois que lorsque vous aurez fait la valorisation de votre portefeuille actions à la fin de l'année, je serais très surpris que vous soyez satisfait. Donc les marchés actions, personne n'y va non plus. Donc vous allez sur quoi? Vous allez sur quoi? Soit sur du monétaire, on va vous donner du 1%. C'est toujours mieux de faire 1% que de faire moins 15 ou moins 20, hein, ça c'est clair. Ou vous allez sur les marchés de matières premières, et les matières premières agricoles, comme les matières premières autres, hein, les métaux ou les matières premières énergétiques, sont devenus des actifs à part entière. Sont devenus des actifs à part entière, et donc il y a un afflux d'argent qui va sur ces marchés, avec du coup une volatilité. Je pense que la spéculation est génératrice de volatilité court terme. Mais elle ne l'est pas sur le moyen long terme. Pourquoi? Parce que sur le moyen long terme, ce sont les fondamentaux qui dominent. Et lorsque des fonds vont sur le maïs, par exemple, ou sur le sucre, lorsqu'ils vont sur le maïs ou sur le sucre, c'est parce que, effectivement, les fondamentaux sont tendus. Si les fondamentaux sont tendus, ils vont dessus. Ils vont peut-être accélérer le mouvement. C'est-à-dire, pour passer d'un indice 100 à un indice 200, sans la spéculation, nous aurions peut-être mis 6 mois. Avec la spéculation, nous mettons 3 ou 4 mois. Nous avons une accélération de l'information, une accélération des flux, mais ils ne sont pas générateurs de flux. Du coup, ici, vous avez la position ouverte qui est traitée sur Euronext en blé, maïs et colza. Vous voyez un petit peu l'évolution. Je vais assez vite là-dessus parce que c'est pas le but. Enfin, ici, vous avez la position ouverte sur le colza. Vous voyez que la position ouverte s'est accrue énormément depuis 2006. Hein, je vous parlais de 2006 en termes de volatilité. Donc, vous voyez bien que depuis 2006, Depuis 2006, vous avez une activité extrêmement forte sur les marchés de matières premières agricoles qui ne sont pas liés qu'à la spéculation, qui sont liés aussi au phénomène qu'aujourd'hui, un acteur de la chaîne industrie agroalimentaire ne peut plus vivre sans outils de couverture, sans outils d'arbitrage. Parce que lorsque vous prenez une évolution du prix du blé, le 5 août 2010, le blé a bougé de 25 € la tonne en une journée, lorsque la Russie a décrété son embargo.
25 € la tonne. Grosso modo, on travaille beaucoup avec des coopératives, je ne sais pas s'il y en a ici, ou des négoces. Un collecteur, lorsqu'il a fait 7, 8, 9 € de la tonne de marge sur un an, c'est le maximum. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une journée, il a vu 3 fois sa marge bouger. Alors, si c'est dans le bon sens, ça va, mais si c'est dans le mauvais sens, c'est quand même assez frustrant de se dire qu'en l'espace d'une journée, vous avez perdu 3 années d'activité, grosso modo, de marge, si vous êtes dans le mauvais sens. Donc aujourd'hui, comme les marchés sont de plus en plus imprévisibles, ils sont assez prévisibles court terme, on y arrive, on ne paye pas les analystes pour rien quand même. Mais si vous voulez, ne me demandez pas ce que va être le prix du blé à 3 mois, à 6 mois, le prix du sucre à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, je n'en sais rien. Par contre, je sais qu'il y a des marchés à terme, il y a des marchés financiers, qui peuvent me dire, voilà, aujourd'hui je peux acheter ou je peux vendre du sucre à 1 an ou à 2 ans, ou à 3 ans, ou si on va s'adresser à des banques, si elles ne font pas faillite, à 4 ans ou à 5 ans, je vais arriver à me fixer un prix. Et le but que nous avons tous, en tant qu'acteurs économiques dans la filière, n'est pas de deviner l'avenir. Nous sommes incapables de deviner l'avenir. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la météo. Le but est de sécuriser notre marge et d'être très humble en termes d'analyse de marché et d'utiliser des outils de sécurisation qui font qu'on fasse notre métier, qui est un métier ou de commerçant ou de process industriel. Bon, position des fonds, je vais assez vite, j'ai dit que je passerai sur tout ça. Je vais terminer simplement pour rester dans mon timing, par deux petits slides. On aura besoin, compte tenu de ce que je vous ai dit, de l'augmentation de la population, mais surtout du changement de comportement alimentaire, de doubler la production d'ici à 2050 au niveau mondial. On aura besoin de la multiplier par 2,34 sur l'Asie, le Proche-Orient. Là où on aura besoin de l'augmenter le plus, ça va être en Afrique, puisqu'on devra augmenter la production de 5,14 selon les besoins. Bon, en Europe, on y arrivera, simplement 0,91, ou en Amérique du Nord, on y arrivera aussi, 31. Amérique du Sud est en plein développement, ils y arriveront aussi. Les gros challenges que l'on va avoir à relever vont être certainement les challenges du monde asiatique, et puis les challenges de l'Afrique, où on devra multiplier par 5,14 la production d'ici à 2050. Je finis par une petite note humoristique. C'est une photo que j'ai prise vendredi. Je ne la commenterai pas, si vous demandez la traduction. J'ai pris la photo de la carte qu'on m'a présentée devant moi. C'est pour illustrer les changements de comportement alimentaire. Voilà, je vous remercie. Ce qui est certain, c'est qu'on a un vrai changement de comportement alimentaire. Ça, je peux vous garantir que y a des corrélations qui sont faites entre l'évolution du pouvoir d'achat des gens et leur comportement alimentaire. Outre le fait qu'il faut acheter une Audi pour montrer qu'on a son pouvoir d'achat qui a largement augmenté, et on a aussi le changement de comportement alimentaire. Et lorsque vous êtes reçu dans ce pays-là, le fait de manger de la viande est une reconnaissance sociale, si vous voulez. Donc il est clair qu'il y a un changement de comportement alimentaire important. Est-ce qu'il n'y a pas également une concentration de puissance, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'argent dans des mains de plus en plus concentrées, qui, avec une intelligence des marchés d'ailleurs de plus en plus concentrée, qui permet cette corrélation un peu effrayante d'ailleurs entre les marchés actions et les marchés des matières premières. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne vais pas vous parler de Cargill, Dreyfus ou ADM ou Glencore. C'est pas. Il est clair que la concentration, évidemment, des acteurs sur les marchés font que ces gens-là ont peut-être plus la connaissance des marchés que d'autres et peuvent peut-être plus interférer sur les marchés. Maintenant, je crois réellement que le facteur dominant reste la météo, un petit peu dans le marché. Après, en termes d'information, vous savez, on a participé, nous, beaucoup en 2011 à des réunions. On a été à Bercy, on a été à l'Élysée, on a été à Bruxelles, etc., etc. Parce qu'en tant que spécialiste de la volatilité, on nous a dit, mais donnez-nous des solutions pour gérer la volatilité. Vous avez compris que les solutions, j'en trouve pas beaucoup. De toute façon, pour gérer la volatilité, je leur dis ici, arrêtez le réchauffement climatique. On dit, oh bon, vous n'avez pas une autre idée, parce que celle-là, elle est sympa, mais pas facile à mettre en œuvre. Alors on a trouvé des trucs sympas. On s'est dit, tiens, il faudrait avoir la connaissance des acteurs. Donc on va dire, bon, ça y est, on va faire comme la loi Dodd-Frank aux États-Unis, on va séparer sur Euronext, on va avoir une catégorisation des acteurs que l'on n'a pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui traite, mais on ne sait pas si c'est un commercial, un spéculateur, un OS, etc., etc. Donc ça, c'est acté, ça va arriver 2013, je pense, pour des raisons pratiques. Donc ça va pas arriver tout de suite, mais on va le faire.
on est content. Puis on a créé un groupe d'amis, on appelle l'amis, c'est-à-dire les acteurs du marché qui vont nous donner de l'information. Mais j'écris à qui veut bien l'entendre, et ça ne leur a pas toujours fait plaisir, j'ai dit que l'information était source de volatilité, et non pas le contraire. Il suffit que, regardez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes des gens surinformés, et nous surréagissons à tout. Si je vous dis à l'instant T, je reviens de Chine, vous savez qu'il y a une attaque de criquet là-bas ? Il doit y avoir plein de gens qui vont foncer dehors, aller acheter un lot de blé, ou un lot de riz, ou un lot de maïs, etc. Bon, peut-être pas ici, mais je dis que plus on a d'informations, plus on surréagit au marché. L'accélération des flux d'informations est source de volatilité. Donc dès l'instant où on dit « donnons de l'information à plus de monde et il nous faut de l'information, etc. », on dit « les Russes, c'est un scandale. Les Russes ont mis en place leur système de ban à l'export, d'interdiction à l'export, le 5 août. Pourquoi ils ne nous ont pas prévenus avant ?» Attendez, il faut être sérieux, là, je vais défendre les Russes. Non, on suit la météo en Russie en permanence, on a un bureau à Kiev là-bas. La sécheresse, elle n'est pas arrivée, le 4 août à 18h30, la sécheresse en Russie. Elle a commencé début juin, elle a continué en juillet, etc. Une sécheresse, ça se développe, si vous voulez. Elle n'arrive pas tel jour à telle heure. Donc, effectivement, lorsque, à un moment ou un autre, les Russes s'apercevant le 5 août qu'ils n'allaient pas avoir suffisamment de blé, peut-être, pour nourrir leur population, ils avaient une mauvaise connaissance de leur stock aussi, parce qu'on en a retrouvé derrière. Mais ils se sont dit, mince, on interdit les exports pour sécuriser, j'allais dire, la population locale. Mais c'est quand même, est-ce qu'on peut réellement leur en vouloir ? Je dis, les Russes ne pouvaient pas nous donner l'information avant. Vous ne pouvez pas la donner. Pourquoi ? Parce que le phénomène météorologique, il n'arrive pas, je vous dis, le 4 à 18h30. Il arrive progressivement, etc. Il faut l'analyser, les conséquences. On l'a bien vu cette année, lorsqu'on a eu la sécheresse en France, notamment. Les premières estimations qu'on avait fait de récolte de blé en France étaient 31,6 millions de tonnes. Et on finit à 34. Pourquoi ? Parce qu'il a plu au bon moment, et notamment sur les régions les plus productrices du nord de la France. Et donc, sur le nord de la France, il y a eu de très bons rendements, principalement sur la plaine de Caen, sur la région de l'Île, etc., etc. Donc, ce qui a fait qu'on a réaugmenté nos prévisions. Mais il est extrêmement difficile, effectivement, si vous voulez, d'avoir une information juste, avec les conséquences justes. Et puis, l'information ne peut pas aller plus vite que la vitesse à laquelle on va. Et puis, peut-être qu'il y a des délits d'initiés sur des gens, pour répondre à votre question, sur des gens qui ont les moyens d'avoir des satellites qui mesurent la chromatographie des plantes, l'évapotranspiration des plantes, etc., etc. Mais je dis que ce n'est pas parce que vous avez ces informations-là, faut-il encore savoir les exploiter, ce n'est pas toujours évident. Parce que si vous êtes le seul à avoir raison, une fois de plus, vous avez tort. Parce que vous aurez tout le reste du monde contre vous. On dit des gens qui ont raison, il y en a plein les cimetières, par définition. Il faut avoir raison avec les autres. Donc, il y a un moment ou un autre, c'est pas évident. Bon, il est clair que la concentration des acteurs ajoute certainement à la puissance d'intervention sur les marchés. C'est évident. Tous les experts nous disent que pratiquement tous ça commence mal quand on dit tous les experts. Ouais, voilà. C'est pour ça que je dis ça comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils disent les autres ? Dites-moi. Non, mais que tous les facteurs sont plutôt positifs pour les cours des matières premières, et en particulier agricoles. Quels sont les risques, je dirais, pour un retournement complet de tendance ? Alors, il est clair que la tendance long terme est à la hausse. Pourquoi ? À cause du bilan qu'on a affiché de demande croissante, sauf si on a un cataclysme. Mais il est clair que, vu qu'on a de moins en moins d'hectares et qu'on a de plus en plus de bouches à nourrir, on peut se dire la demande est croissance. Qu'est-ce qui ferait que d'un seul coup on inverserait ? Ce serait une vraie crise mondiale, si vous voulez. Et c'est clair que c'est un scénario qu'on a mis sur le tapis aujourd'hui. Vous savez qu'on a mis sur le tapis complètement l'implosion de la zone euro. Moi, l'implosion de la zone euro me fait très peur. C'est-à-dire que si l'euro saute, je ne sais pas où on va. Je veux bien qu'on revienne au franc, aux marques, tout ce que vous voulez. Ce sont même des scénarios qui ont été mis en place et simulés dans des salles de trading à Londres, dans des grandes banques à Londres, etc. Mais là, je pense qu'on rentre réellement vers une vraie récession, etc. Et ce qui pourrait faire baisser les cours en dessous des niveaux de coûts de production, après le marché il se réajustera, c'est effectivement une très grave crise économique. Et ça, c'est pas impossible. Après, autre que crise économique, à part un cataclysme, comme on disait, un cataclysme naturel, je ne sais pas si on se prend un météorite sur la Terre, etc. Il est clair qu'aujourd'hui, d'un point de vue fondamental, nous sommes dans une tendance haussière. Nous sommes dans une tendance haussière, mais la problématique, c'est même si on baisse de 20% ou de 30% des prix actuels,
je vous dirai encore la même chose que nous sommes dans une tendance haussière. Le problème, c'est d'acheter au bon moment, si on veut acheter, et se couvrir au moment. Mais la tendance long terme est haussière, parce que, à cause de tous les éléments fondamentaux que je vous ai donnés, et à cause de l'offre qui est très aléatoire. Alors l'offre qui est aléatoire, pour la rendre moins aléatoire, comment on peut faire? Bon, il y a une disposition qui a été proposée par le G20 aussi, c'est constituer des stocks de réserve. Mais attendez, on a un chien de notre chienne, hein, c'est ce que j'ai expliqué aux politiques. Enfin, je ne ferai jamais de politique parce que je serai toujours mal vu. Mais on a démembré la PAC. Avec la PAC, on avait un prix d'intervention qui était grosso modo à 100 € la tonne pour les céréales. Puis on avait un prix de ça qui était 160% du prix d'intervention à 160 € de la tonne. C'est-à-dire que le marché, il bougeait entre 100 et 160, grosso modo. Vous enlevez les filets de sécurité. Ben, si on a les filets de sécurité, on apporte de la volatilité. Et on apporte la volatilité, nous sommes sur des marchés mondialisés. Ben, le moindre incident climatique à un endroit précis peut faire que les cours explosent. Ou à l'inverse, aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance un peu lourde. Hein. Les derniers chiffres de récolte de blé en Australie, c'est 28 millions de tonnes. C'est un record, si vous voulez, même s'il pleut tout le temps, il ne sera pas de très bonne qualité, mais ça va être un record. Vous regardez, si vous n'analysez que les fondamentaux, le stock de blé à juin 2012, on l'estime à 208 millions de tonnes. C'est supérieur au niveau auquel que l'on avait lorsque le prix du blé valait 120 € la tonne, alors qu'il vaut 175 aujourd'hui. Donc attention, vous ne pouvez pas analyser que le chiffre en lui-même. Parce que si vous analysez stock de blé 208 millions de tonnes égale blé à 120, ben aujourd'hui il est à 175, ou inversement à 175, il était là à 120. Donc les phénomènes sont de plus en plus complexes, les marchés sont de plus en plus mondialisés, vous avez compris qu'ils sont de plus en plus interconnectés entre eux. J'ai envie de dire, en driver, qu'est-ce qui ferait que les prix de la matière première s'écouleraient agricoles? Ce serait une récession, et le premier indicateur que l'on aura sera le pétrole, de toute façon. Donc si on remet le pétrole à 40 $ le baril, oui, on va baisser certainement fortement les prix des matières premières agricoles. Mais est-ce que durablement le dollar peut aller à 40 $ le baril? Bah oui, si on a une récession terrible, quoi. Et pour ça, on va suivre les indicateurs asiatiques de très près, puisque c'est eux qui mènent la danse maintenant, quoi.